Brooklyn, 1979. Une petite fille vient au monde dans une famille modeste. Ses parents l'appellent Alia, un prénom d'origine arabe qui signifie la plus haute, celle qui s'élève. Un nom presque prophétique pour celle qui, sans le savoir encore, allait marquer toute une génération. Dès l'enfance, Alia attire les regards. Voix douce, regard déterminé, elle possède une assurance rare pour son âge. À la maison, elle chante, danse, improvise des spectacles pour sa famille. Lorsque ses parents déménagent à Détroit, la musique prend une place centrale dans sa vie. À l'église, sa voix se détache du chœur. À l'école, on la remarque pour son aisance sur scène. À 10 ans, elle participe à l'émission Star Search. Elle ne gagne pas, mais son talent impressionne. Pour une enfant de cet âge, cette prestation est déjà une promesse. Et cette promesse, un homme va la remarquer, Barry Hankerson, son oncle. Barry n'est pas un inconnu, il est producteur de musique et marié à la chanteuse Gladys Knight, une véritable légende de la soul américaine. Grâce à lui, Alia découvre les coulisses du monde du spectacle. À seulement 11 ans, elle monte pour la première fois sur scène à Las Vegas, aux côtés de Gladys Knight. Le track, les projecteurs, la foule, cette expérience va tout changer. À partir de ce jour, elle sait qu'elle veut chanter, mais dans cette industrie, le succès a toujours un prix. Barry Hankerson fonde son propre label, Blackground Records, et décide de miser sur sa nièce. Pour produire son premier album, il fait appel à un nom déjà bien connu du R&B, R. Kelly. À cette époque, il est considéré comme un prodige, un compositeur talentueux et respecté. Il devient rapidement le mentor d'Alia. En 1994, à seulement 15 ans, Alia sort son premier album, Age Ain't Nothing But a Number. Le disque est un triomphe. Les critiques saluent la maturité de sa voix, son style minimaliste, sa grâce naturelle. Elle n'a que 15 ans et pourtant, elle rivalise déjà avec les grandes figures de la scène musicale. Les clips passent en boucle sur MTV, sa silhouette fine et son regard mystérieux deviennent sa signature. Mais derrière les projecteurs, quelque chose d'inquiétant se prépare. Peu après la sortie de l'album, une rumeur secoue l'industrie. Alia et R. Kelly se seraient mariés en secret. Sur le certificat de mariage, son âge aurait été falsifié, 18 ans au lieu de 15. Le scandale éclate, la famille dément, Barry Hankerson mobilise ses contacts pour étouffer l'affaire, le mariage est annulé, le silence imposé. Alia, elle, ne dira jamais un mot à ce sujet, pas une fois. Son silence devient un mur et derrière ce mur, la jeune fille change. Ses proches la décrivent plus distante, plus réservée. Elle se réfugie dans le travail, évite les journalistes, dort peu. Certains affirment qu'elle tenait un carnet où elle notait ses rêves, ses peurs et ses pensées, comme si elle essayait de garder le contrôle sur une vie qui ne lui appartenait plus tout à fait. Pendant un temps, elle disparaît des radars, plus d'interviews, plus d'apparitions publiques, et puis un jour, elle revient, transformée, nouvelle équipe, nouveau son, nouvelle énergie. Deux noms vont marquer cette renaissance, Timbaland et Missy Elliott. Avec eux, Alia trouve enfin sa voix. Leur collaboration donne naissance à un son totalement inédit, rythme futuriste, mélodies aériennes, voix délicate mais assurée. En 1996, elle sort One in a Million. L'album est une révolution. Timbaland et Missy Elliott inventent un style et Alia le transcende. Ensemble, ils redéfinissent le R&B moderne. La presse la compare à Janet Jackson ou Sade, mais Alia n'imite personne. Elle est différente. Ses clips sont épurés, sa présence est magnétique. Elle ne sourit pas toujours, mais son regard suffit à captiver. Dans les coulisses, elle est perfectionniste. Chaque mouvement, chaque note, chaque lumière doit être juste. Elle exige la précision sans jamais perdre sa douceur. En 1999, le cinéma lui ouvre ses portes. Elle décroche un rôle dans Romeo Must Die aux côtés de Jet Li. Le film est un succès international. Elle signe également la bande originale et y interprète Try Again, un tube planétaire. Le refrain dit « Si au début tu n'y arrives pas, essaie encore ». Cette phrase résume sa philosophie, persévérer même dans la douleur. À 20 ans, Alia est au sommet, chanteuse, actrice, icône de mode. Les plus grands créateurs veulent travailler avec elle, mais derrière la réussite, quelque chose semble s'éteindre.
Elle se montre plus discrète, presque mélancolique. Dans ses interviews, elle reste humble, parle de gratitude, de famille, mais ceux qui la connaissent bien sentent une lassitude. Certains amis affirment qu'elle faisait souvent le même rêve, un envol dans la lumière, un voyage paisible dans les airs, comme si, au fond d'elle, elle pressentait quelque chose. Peu avant son dernier tournage, elle confie à une amie « Je rêve souvent que je pars et qu'après, je n'ai plus mal nulle part ». Cette phrase, personne ne l'oubliera jamais. Car au moment même où tout semblait s'ouvrir pour elle, Aaliyah allait entamer le dernier chapitre de sa vie, un chapitre écrit entre gloire, fatigue et destin tragique. Et tout allait basculer aux Bahamas. Été 2001, Aaliyah vient de sortir son 3e album, sobrement intitulé Aaliyah. Elle tient à tourner le clip de Rock the Boat dans un décor naturel entre ciel et océan. L'équipe rejoint les Bahamas, eau turquoise, sable blanc, lumière écrasante. Le réalisateur Hype Williams est aux commandes. La chorégraphe Fatima Robinson veille au mouvement. Sur le papier, tout est parfait. Dès les premières heures, la fatigue se fait sentir, les journées sont longues, la chaleur complique tout. Aaliyah, habituellement très souriante, paraît tendue. Elle dort peu, plaisante moins, mais dès que la caméra tourne, elle retrouve sa précision habituelle. Une séquence marque les danseurs. Allongée sur un bateau, bras ouverts, elle laisse l'eau et la lumière l'englober. Plusieurs témoins diront plus tard que cette image ressemblait à un adieu. Le tournage doit s'étendre, mais le planning d'Aaliyah est serré. Le 25 août, elle veut rentrer. On discute d'un départ immédiat pour Miami. L'équipe affrète un petit bimoteur, un Cessna 402B prévu pour 8 passagers. Problème, ils sont 9 avec des valises lourdes et du matériel. Un membre de la production signale que l'appareil semble trop chargé. Malgré les réserves, on s'organise pour partir. Le pilote s'appelle Luis Morales III. Il est engagé très peu de temps avant le vol. Plus tard, l'enquête révélera plusieurs éléments accablants. Absence des qualifications requises pour ce type d'appareil, irrégularités administratives et des substances retrouvées dans son organisme. Autre constat officiel, l'avion dépasse la masse autorisée d'environ 300 kg et le centre de gravité est trop reculé, rendant le décollage instable dès les premières secondes. Plusieurs témoins affirment qu'Aaliyah n'était pas rassurée par l'appareil. Certains disent qu'elle voulait attendre un autre vol. Le bagagiste Kingsley Russell racontera des années plus tard qu'après une altercation au sujet du départ, on aurait demandé à Aaliyah de se reposer dans une voiture climatisée, puis qu'elle aurait été ramenée endormie et portée à bord. Ce récit n'apparaît dans aucun rapport officiel, mais il a relancé les débats sur l'état dans lequel elle a embarqué. À 16h50, l'avion s'aligne sur la piste d'Abaco et décolle. Il ne parcourt que quelques centaines de mètres. Le nez bascule, l'appareil s'écrase derrière la piste et prend feu. 9 personnes à bord, aucun survivant. Les secours arrivent rapidement, mais tout est déjà terminé. Aaliyah est déclarée morte sur le coup. Les jours suivants, la douleur et l'incrédulité gagnent New York. Les funérailles rassemblent des milliers de personnes. Missy Elliott, Timbaland, DMX, des artistes et des anonymes se mêlent dans un même silence. Sa mère lâche la première de 22 colombes, une pour chaque année vécue. L'image restera gravée. Le rapport des enquêteurs tombe quelques semaines plus tard. Il conclut à une combinaison de facteurs, surcharge significative, mauvaise répartition des masses et pilote non qualifié. D'un point de vue technique, l'explication tient. Mais pour ceux qui étaient là, les questions demeurent. Pourquoi accepter un avion trop chargé ? Pourquoi ne pas avoir déployé le matériel sur un autre vol ? Pourquoi ce départ si précipité alors qu'une alternative était évoquée ? Damon Dash, compagnon d'Aaliyah à l'époque, confiera plus tard qu'un avion privé devait être utilisé pour son retour et qu'il ignore encore pourquoi cette option n'a pas été suivie. À partir de là, 2 récits se dessinent. Le premier, officiel, parle d'un enchaînement d'erreurs humaines et de négligence. Le second, porté par des proches, des techniciens et des témoins indirects, insiste sur des décisions prises dans l'urgence, des consignes ignorées et des incohérences jamais éclaircies. La certitude partagée, en revanche, est la suivante. Ce vol n'aurait jamais dû décoller dans ces conditions. La partie 3 reviendra sur ce qui a suivi, les silences, les rumeurs d'industrie
les témoignages posthumes, les publications qui ont rouvert le dossier et surtout l'héritage d'Aaliyah intact dans la musique d'aujourd'hui. Souhaites-tu que je l'enchaîne maintenant dans le même ton ? Après le crash, le choc laisse place à une stupeur silencieuse. Les fans pleurent une idole, la presse parle d'un terrible accident et les hommages se multiplient. Mais dans l'ombre, certains refusent d'y voir un simple drame aérien. Pour eux, trop d'éléments ne collent pas, trop de décisions précipitées, trop de zones restées floues. Le premier à faire vaciller la version officielle est le bagagiste Kingsley Russell. Son témoignage révélé 20 ans plus tard contredit plusieurs points de l'enquête. Selon lui, Aaliyah ne voulait pas monter à bord. Elle aurait déclaré « Je ne veux pas prendre cet avion ». Il n'est pas sûr quelques minutes plus tard, il dit l'avoir vue allongée, inconsciente, avant qu'on ne la transporte dans l'appareil. L'histoire n'a jamais été confirmée, mais elle a suffi à rouvrir la plaie. Le réalisateur du clip, Hype Williams, n'a jamais répondu publiquement à ces accusations. Dans une brève déclaration, il s'est contenté de dire « Elle avait une lumière en elle qu'on ne trouve qu'une fois par génération ». Rien de plus. Pourtant, plusieurs sources affirment qu'un avion privé affrété par Lenny Kravitz attendait pour Aaliyah et son équipe un appareil sûr, prêt à partir. Alors pourquoi avoir choisi un petit Cessna local, mal entretenu et surchargé ? Damon Dash, compagnon d'Aaliyah à l'époque, a souvent répété la même chose. Elle devait rentrer sur le jet de Lenny. Tout était prévu. Quelqu'un, quelque part, a changé le plan. Certains évoquent une confusion de dernière minute, d'autres un choix dicté par l'impatience. Difficile à vérifier car les témoignages divergent. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est la sensation d'un enchaînement d'erreurs qu'on aurait pu éviter. Un employé de la compagnie aérienne confiera plus tard « Tout le monde savait que l'avion était trop chargé, même le pilote ». Mais personne n'a osé s'opposer à l'équipe d'une star, puis viennent les rumeurs plus sombres, celles qu'on murmure dans les coulisses. Certains parlent d'intérêts financiers, d'autres évoquent des contrats, des assurances ou même des querelles internes à l'industrie musicale. L'oncle d'Aaliyah, Barry Hankerson, producteur de Blackground Records, est souvent cité dans ces discussions. C'est lui qui contrôlait ses droits, ses déplacements, ses signatures. Après sa mort, il bloquera pendant 20 ans la diffusion numérique de sa musique. Officiellement, pour protéger son héritage, officieusement, certains y voient une manière de garder le contrôle. Les années passent, mais la suspicion reste. En 2021, la journaliste Cathy Yandoli publie un livre d'enquête, Baby Girl, Better Known as Aaliyah. Elle y rassemble des documents et témoignages inédits, dont celui de Kingsley Russell, et mentionne une police d'assurance de plusieurs millions de dollars contractés peu avant le drame. Ces révélations relancent la conversation. Des questions jusque-là étouffées refont surface. Pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi autant de dissimulation après coup ? Et surtout, qui avait intérêt à ce que tout soit classé si vite ? Mais les hypothèses ne s'arrêtent pas là. Une chanteuse nommée Jaguar Wright, ancienne proche de plusieurs stars du R&B, affirme publiquement qu'Aaliyah aurait été sacrifiée par le système. Ces propos, jugés choquants à l'époque, évoquent des intérêts supérieurs, des rituels de pouvoir et des secrets d'industrie. La majorité la traite de complotiste, mais certaines de ces accusations trouvent un étrange écho dans d'autres affaires où le succès fulgurant d'artistes semble s'être accompagné d'événements tout aussi mystérieux. Puis en 2025, tout change. Un groupe américain, America's Future Inc., dirigé par l'ancien général Michael Flynn, remet à Jaguar Wright une distinction pour son courage et sa recherche de vérité. L'événement a lieu lors d'une cérémonie privée en présence de personnalités politiques. Pour la première fois, ces paroles ne sont plus seulement perçues comme des divagations, mais comme des révélations que certains prennent au sérieux. Internet s'enflamme, les médias indépendants rouvrent le dossier Aaliyah. De nouveaux enquêteurs comparent les documents, recoupent les témoignages et tous arrivent à la même conclusion. Le vol aurait dû être annulé. Mais au-delà du doute, reste une vérité simple. Aaliyah voulait partir, se libérer, créer pour elle-même. Après des années de silence imposé et de contrats verrouillés, elle s'apprêtait à voler de ses propres ailes, à fonder son propre label. Elle voulait se détacher des figures qui l'avaient contrôlée trop longtemps. Certains pensent que cette indépendance nouvelle a dérangé. D'autres y voient juste le destin cruel d'une époque où tout allait trop vite. Damon Dash le résumera ainsi: elle voulait quitter ce monde-là. Elle était fatiguée du bruit, des manipulations. Elle voulait juste être en paix. Sa mère, Diana Houghton, ne s'est exprimée que rarement. Lors des funérailles, elle a lâché la première des 22 colombes.
symbole de chaque année vécue par sa fille. Un geste discret, bouleversant. Son frère Rachad racontera que quelques minutes avant le crash, Alia l'avait appelé depuis l'aéroport. « Je ne me sens pas en sécurité ». Des mots simples devenus prophétiques. 20 ans plus tard, Alia demeure une ombre lumineuse. Son influence traverse les générations. On la retrouve dans les rythmes de The Weeknd, la douceur de SZA, la sobriété de Beyoncé. Elle a façonné un style où l'élégance prime sur la provocation, où la sincérité l'emporte sur le bruit. Dans une de ses dernières interviews, elle avait dit « Quand je ne serai plus là, je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une vraie artiste et d'une bonne personne. » C'est exactement ce qu'elle est devenue. Une légende, une voix intemporelle, une grâce fragile que le temps n'a jamais effacée. Son histoire, qu'on la croit accidentelle ou orchestrée, reste celle d'une jeune femme qui a voulu exister dans un monde plus grand qu'elle et qui, malgré tout, a laissé derrière elle une empreinte indélébile. Alia n'a pas seulement marqué la musique, elle a révélé le prix du talent, la beauté du courage et la force tranquille de ceux qui continuent de s'élever même après la chute, une voix, une lumière et un mystère que personne n'a encore eu le courage d'affronter.